La lecture du testament s'est faite par écran interposé. Ma sœur, Morgane, trônait dans son bureau aux parois de verre à la Défense. Moi, j'étais coincée dans mon studio exigu, et entre nous, le visage impassible du notaire annonçant nos héritages. Pour Morgane, le penthouse avec vue sur la Seine dans le 16e arrondissement, estimé à 5 200 000 €. Une pause. Puis pour Élise, la maison du gardien de phare à la pointe des tempêtes, en Bretagne. Le petit sourire en coin de ma sœur disait tout. Elle avait eu le gros lot. J'avais hérité du fardeau. Une cabane en ruine, légalement définie comme ayant une valeur négative. Ce n'était pas juste un héritage, c'était l'exécution publique de ma dignité. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. Avez-vous déjà reçu un cadeau de la part de votre famille qui ressemblait plus à une gifle en plein visage? J'aimerais connaître votre histoire. J'ai fermé mon ordinateur portable, mais le silence dans la pièce hurlait plus fort que n'importe quel cri. J'ai essayé de trouver un bon côté aux choses. J'ai dit à mon mari, Thibaut, que c'était peu, être une opportunité, que le terrain avait peu, être de la valeur, que je pourrais retaper la maison. Je cherchais une bouée de sauvetage, mais Thibaut m'a regardé comme si j'étais un mauvais placement dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Il se tenait sous l'éclairage encastré agressif de notre cuisine. J'ai toujours détesté ces lumières. 4000 kelvins. Trop bleu. Trop clinique. Ça rendait sa peau cireuse et faisait briller son costume italien hors de prix comme une tache d'huile sur du bitume. Pour n'importe qui d'autre, Thibaut était un agent immobilier de luxe, beau et prospère. Pour moi, à cet instant, il n'était qu'un assemblage d'angles vifs et de textures froides. Il a ri. Ce n'était pas un son joyeux. C'était un bruit sec, craquant, comme une branche morte qui cède sous le poids. Il m'a traitée de délirante. Il a dit « Une propriété condamnée sur une falaise n'est pas un actif. Élise, c'est un passif. C'est un procès en attente. C'est un gouffre financier. » Il utilisait ces mots comme des armes. Rentabilité. Pour lui, tout n'était qu'extraction de valeur. Les maisons, les voitures, les gens. Et je ne fournissais actuellement aucun retour sur investissement. Il ne s'est pas arrêté à la maison. Il a attaqué ma carrière, mes romans graphiques, les histoires dans lesquelles je versais mon âme. Il les a appelés des gribouillages. Il a dit que j'avais 32 ans et que je jouais encore à la poupée pendant que lui bâtissait un empire. Il a dit que je tirais sa marque vers le bas. Le message était clair. Je n'étais pas une partenaire. J'étais un boulet. Puis est venu l'ultimatum. Il n'a pas crié. Il était calme, efficace, d'un professionnalisme terrifiant. Il m'a dit de m'en débarrasser, de la vendre pour une bouchée de pain, de payer quelqu'un pour la brûler. Il s'en fichait. Et tant que je ne l'aurais pas fait, tant que je ne cesserais pas d'être un fardeau pour commencer à apporter de la valeur sur la table, je n'étais plus la bienvenue dans cette maison immaculée, prête pour les visites que nous partagions. Il a marché jusqu'au placard et a sorti ma valise. Il a commencé à y jeter mes affaires, mes vêtements, mes produits de toilette, mes carnets de croquis. Il manipulait mon matériel d'art avec le même dédain qu'on manipulerait des déchets toxiques. Je restais plantée dans le couloir, le regardant m'effacer de ma propre vie. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi je n'ai pas hurlé? Pourquoi je n'ai pas attrapé le vase sur la console de l'entrée pour le fracasser? Pourquoi je ne me suis pas battue pour ma place? C'est facile de juger quand on ne porte pas les chaînes invisibles. C'est un concept que les psychologues appellent l'impuissance apprise. Mais moi, j'appelle ça le gel lent. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça se produit au fil de milliers de petits moments. Ce sont les dîners où ils vous coupent la parole. C'est la façon dont ils corrigent votre grammaire devant vos amis. C'est la façon dont votre famille hoche la tête quand il fait une blague à vos dépens. Avec le temps, on apprend que se débattre ne fait que resserrer la corde qui brûle la peau. On apprend que le silence est la seule armure possible. On arrête de croire que la porte est déverrouillée. On arrête de croire qu'on a des jambes pour la franchir. Je n'ai pas riposté parce que j'avais été dressée, jour après jour, année après année, à croire que je n'avais aucun pouvoir. J'étais une survivante. Et les survivants économisent leur énergie. Je suis restée là, paralysée non par le choc, mais par la terrifiante familiarité d'être traitée comme un objet ayant dépassé sa date de péremption. Thibaut a fermé la fermeture éclair du sac. Il l'a posé devant la porte d'entrée. Il m'a dit de régler ce bordel. Il m'a dit de grandir. Puis il a fermé la porte. Et le bruit du verrou qui s'enclenchait
a été la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. J'étais seule. Juste moi, une valise pleine d'histoires inachevées, et la clé d'une maison que le monde avait déjà classée comme déchet. La route vers l'ouest fut une descente dans une aquarelle oubliée sous la pluie. Les verts vibrants de la campagne se sont fondus dans le gris ardoise de la côte bretonne. Quand j'ai atteint la pointe des tempêtes, le ciel était d'un violet contusionné, et l'océan se jetait contre les falaises avec une violence qui me faisait mal à la poitrine. La chaumière était perchée sur une dent de roche déchiquetée, ressemblant moins à une maison qu'à une épave qui n'avait pas tout à fait coulé. Le bois était noir argenté par des décennies d'emprunts salés. Les fenêtres étaient des cataractes voilées fixant aveuglément l'horizon. C'était laid, c'était dangereux, et c'était la seule chose au monde qui m'appartenait. J'ai garé la voiture, en prenant soin de ne pas trop m'approcher du bord où le sol semblait meuble. Un homme se tenait à la limite de la propriété et m'observait. Il avait l'air d'avoir été sculpté dans le même bois flotté que la maison. Grand, buriné, portant une veste qui avait vu plus de tempêtes que je n'avais vu d'anniversaire. C'était Yann. Il n'a pas fait signe. Il n'a pas souri. Il s'est juste approché, ses bottes crissant sur le gravier. Il m'a dit que le sol était instable. Il a dit que les marées étaient plus hautes cette année, rongeant le calcaire. Il a regardé mes chaussures de ville et ma valise et m'a dit que je ne tiendrais pas une semaine. Il n'était pas cruel. Il énonçait un fait, comme on observe la météo. Je lui ai dit que je n'avais nulle part où aller. Il a juste hoché la tête, a dit qu'il habitait plus bas sur la route si le toit s'effondrait, et s'est éloigné. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. L'air à l'intérieur était lourd, sentant le moisi, la laine mouillée et l'abandon. C'était répugnant. Mais en posant mon sac sur le plancher gondolé, j'ai ressenti une étrange montée d'énergie. Thibaut n'était pas là pour me dire que je m'y prenais mal. Morgane n'était pas là pour me dire que ce n'était pas assez bien. J'ai commencé à nettoyer. Ce n'était pas juste du ménage. C'était un exorcisme. J'ai récuré les sols, jusqu'à ce que mes jointures saignent. J'ai arraché des rideaux qui se désintégraient dans mes mains. J'ai attaqué le papier peint écaillé du couloir avec un grattoir, le lacérant, comme si je ripostais contre chaque insulte que j'avais avalée pendant 32 ans. Alors que les couches de papier se décollaient, révélant le plâtre taché d'humidité en dessous, je me suis surprise à penser à mon père. Richard, le grand magnat de l'immobilier. Je pensais à la façon dont il nous regardait, Morgane et moi. Pendant des années, j'ai cru que j'étais juste la déception. Je pensais que Morgane était juste la réussite naturelle. Mais en grattant la pourriture dans ce couloir, j'ai enfin vu l'architecture de notre famille avec clarté. Ce n'était pas un accident, c'était une conception. Les psychologues parlent du piège de la normalisation de la cruauté dans les familles narcissiques. C'est un système bâti sur la triangulation. Vous créez un enfant roi pour porter la perfection projetée de la famille. Et vous créez un bouc émissaire pour porter la honte projetée. Mon père ne favorisait pas seulement Morgane. Il nous montait activement l'une contre l'autre pour garder le contrôle. Il avait besoin que je sois l'échec pour que Morgane puisse être l'étoile. Il avait besoin que Morgane soit cruelle envers moi, pour qu'il puisse se sentir puissant. La pourriture n'était pas seulement dans cette maison, elle était dans les fondations de toute mon histoire. Je suis passée au cellier de la cuisine. C'était un placard étroit et sombre, rempli de boîtes de conserve rouillées et de toiles d'araignée. J'ai commencé à vider les étagères, mon esprit tournant encore à plein régime avec l'adrénaline de la rage. Mais alors, je me suis arrêtée. Mes yeux ont toujours été mon problème, ou du moins c'est ce que disait Thibaut. Je remarque des choses. Je remarque quand une ombre tombe mal. Je remarque quand la perspective dans une pièce semble fausse. C'est pour ça que je suis devenue auteure de romans graphiques. Je comprends l'espace. J'ai regardé le mur du fond du cellier. J'avais fait le tour de la maison par l'extérieur. Je connaissais les mesures. Je savais où le mur extérieur devait se trouver. Mais en regardant ce mur intérieur, le calcul ne collait pas. La profondeur était fausse. Il y avait au moins 1,20 m d'espace, non comptabilisé entre le fond de ces étagères et le bardage extérieur. Pour n'importe qui d'autre, c'était juste une vieille maison aux murs épais. Pour une artiste, c'était une erreur de composition. C'était un point de fuite qui ne fuyait pas. J'ai tapoté le bois. Ça ne sonnait pas comme du plâtre sur la tisse. Ça sonnait creux. J'ai attrapé un pied de biche dans la pile d'outils que j'avais trouvée dans la remise. Mon cœur martelait mes côtes. Assez fort pour couvrir le bruit de l'océan. J'ai coincé la pointe métallique dans la jointure du lambris et j'ai tiré. Le bois a gémi, puis a hurlé quand les clous ont cédé. J'ai arraché le panneau,
m'attendant à de l'isolation ou peu. Être un nid de rats. À la place, j'ai trouvé l'obscurité. Un air froid, humide, émouvant, m'a frappé le visage. Ça sentait le sel et la vieille pierre. Ce n'était pas une cavité murale. C'était un passage. J'ai attrapé ma lampe de poche et je me suis glissée par l'ouverture. Le faisceau a tranché la pénombre pour révéler un escalier de pierre étroit, taillé directement dans la roche, descendant en spirale dans la terre. J'aurais dû être terrifiée. Toute personne saine d'esprit aurait appelé la police ou couru se mettre en sécurité sur le porche pourri. Mais je n'étais plus saine d'esprit. J'étais une femme qui venait d'être effacée par sa famille et je n'avais plus rien à perdre. Je suis descendue. La température chutait à chaque marche. Le bruit de l'océan devenait plus fort. Un grondement sourd, vibrant, à travers les semelles de mes bottes. En bas, les escaliers s'ouvraient sur une caverne. C'était une grotte marine, modifiée, renforcée avec du béton et des poutres en acier. Et elle était pleine. Empilée contre les murs, enveloppée dans de lourdes bâches marines et de la toile cirée, il y avait des caisses. Des dizaines. Ma première pensée fut « drogue » ou peu. Être arme illégale. Mon père était un homme corrompu. Ça ne m'aurait pas surprise qu'il ait dirigé un réseau de contrebande, depuis la propriété qu'il prétendait détester. J'ai sorti un canif de mon jean et j'ai tranché la toile cirée de la caisse la plus proche. J'ai vu de la feuille d'or. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai plongé les mains, tremblantes, et j'ai écarté une couche de feutre protecteur. Une paire d'yeux me fixait depuis la toile. Le coup de pinceau était inimitable. L'impasto épais, la façon dont la lumière semblait saigner de la peinture elle-même. J'ai reculé en titubant. Je connaissais ce tableau. N'importe quel étudiant en histoire de l'art dans le pays connaissait ce tableau. Il faisait partie de la collection perdue, une série de chefs-d'œuvre supposés volés ou détruits pendant le chaos du milieu du siècle dernier. Mon père, Richard, avait passé 40 ans obsédé par ces œuvres. Il les avait traquées à travers l'Europe, dépensé des millions en détectives privés, tout ça pour les vendre au marché noir au plus offrant. Il est mort en croyant qu'elles avaient disparu à jamais. Il avait tort. Elles étaient juste là, sous le plancher de la seule maison qu'il jugeait sans valeur. Je me suis déplacée frénétiquement de caisse en caisse. Un Vermeer, un croquis disparu de Degas, un petit Van Gogh vibrant. C'était impossible. C'était un musée entier enterré dans le noir. Glissé dans le cadre du Vermeer, il y avait une lourde enveloppe scellée à la cire. J'ai brisé le sceau. Une lettre s'est dépliée, écrite de la main anguleuse et énergique de mon grand-père. Au résident de la Pointe des Tempêtes, si tu lis ceci, c'est que Richard est mort, et que les vautours ont nettoyé la carcasse. Je ne t'ai pas laissé cette chaumière pour me moquer de toi, mon enfant. Je te l'ai laissée parce que je savais qu'il te chasserait. Je savais qu'il t'enverrait ici pour mourir dans l'obscurité. Mais je savais aussi que tu étais la seule à avoir les yeux pour voir. Ton père regarde un tableau et voit une étiquette de prix. Toi, tu regardes et tu vois l'âme. Tu es la gardienne maintenant. Protège-les. Je me suis effondrée sur une caisse, la lettre tremblant dans ma main. Il ne m'avait pas abandonnée. Il avait caché le trésor dans les ordures parce qu'il savait que c'était le seul endroit où l'avidité de mon père ne regarderait pas. Mon diplôme d'art inutile, la carrière que Thibaut moquait comme un hobby, l'œil sensible qui faisait de moi la ratée de la famille, c'était la seule clé qui ouvrait cette serrure. J'ai sorti mon téléphone. Pas de réseau ici. J'ai remonté les marches de pierre en courant, faisant irruption dans la cuisine. Cherchant mon air, j'ai composé le numéro de Léo, un vieil ami des beaux-arts qui travaillait maintenant dans l'authentification haut de gamme. « Élise » a-t-il répondu. L'air confus. « Il est minuit. Écoute-moi » ai-je dit, ma voix stable, froide, précise. « Je vais t'envoyer des fichiers sécurisés. J'ai besoin d'une estimation préliminaire. Maintenant, j'ai envoyé les photos. Le silence au bout du fil s'est étiré pendant 2 minutes. Puis, je l'ai entendu expirer, un son de pure crainte terrifiée. « Élise » a-t-il chuchoté. « Où es-tu » ? C'est le Saint Graal, si c'est authentique. Et à voir les craquelures, je pense que ça l'est. Tu es assise sur 100 millions d'euros. Estimation conservatrice. J'ai raccroché. J'ai regardé autour de la cuisine pourrie, le papier peint décollé et les taches d'eau. Thibaut m'avait mise à la porte, parce que j'avais une valeur négative. Morgane avait ri parce qu'elle avait eu le penthouse. Il pensait m'avoir jetée aux ordures. Il ne réalisait pas qu'il venait de me donner les clés du royaume.
2 jours plus tard, le bruit d'un moteur haute performance a coupé le rugissement de l'océan. J'ai regardé par la fenêtre pour voir une Porsche Cayenne noire et élégante naviguer sur l'allée de gravier pleine de nids de poules. Ça avait l'air ridicule, comme un requin essayant de nager dans une flaque de boue. Thibaut et Morgane. Les vautours étaient arrivés. Je les ai regardés sortir de la voiture. Thibaut a vérifié la brillance de ses mocassins italiens avant de laisser ses pieds toucher la terre. Morgane a ajusté son manteau en cachemire, protégeant ses yeux des embruns, comme si l'océan lui-même était une insulte personnelle à son hygiène. Ils ont marché vers le porche avec le front uni d'une fusion d'entreprise. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper. Je n'allais pas les laisser marteler mon sanctuaire. « Élise » a dit Morgane. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste dit mon nom avec un lourd soupir de pitié, le genre qu'on réserve aux animaux malades qu'on s'apprête à euthanasier. « Regarde-toi. Tu as l'air épuisé. Je travaille. » ai-je dit, en bloquant l'entrée. « Tu travailles sur quoi ?» a ricané Thibaut, me bousculant pour entrer dans le salon. Il a regardé les sols propres, les murs réparés, les outils organisés dans le coin. Il ne voyait pas les améliorations. Il ne voyait que l'absence de homestaging. Cet endroit est une ruine, Élise. Je te l'avais dit. Mais bonne nouvelle. On a trouvé quelqu'un d'assez stupide pour acheter le terrain. Il a claqué un dossier sur la table de la cuisine. Un promoteur, a dit Thibaut, glissant dans sa voix d'agent immobilier ce ton lisse et synthétique qu'il utilisait pour essayer de conclure une vente sur une propriété avec des problèmes de fondation. Il veut construire un complexe de luxe, mais la falaise est instable. Donc, le plan est de dynamiter. Mon sang s'est glacé. Dynamiter ? Démolition, a-t-il dit, en agitant la main avec dédain. Ils vont faire sauter le haut de la falaise, stabiliser la roche et construire du neuf. La cabane disparaît. Évidemment, s'ils dynamitaient la falaise, ils feraient effondrer la grotte marine. Ils enterreraient la collection perdue sous des tonnes de granit et de calcaire. Ils détruiraient l'histoire pour un spa de villégiature de milieu de gamme. On a négocié un rachat, a ajouté Morgane, s'avançant pour poser une main sur mon bras. Son toucher était léger, froid et entièrement théâtral. 45 000 €. C'est généreux. Élise. Vu les coûts de démolition qu'ils doivent absorber, ils nous font pratiquement une faveur. 45 000 €. Ils m'offraient le prix d'une berline moyenne gamme pour un héritage valant plus que leur vie entière réunie. Je ne vends pas, ai-je dit. Le visage de Thibaut s'est durci. Le masque du mari serviable a glissé, révélant le rictus en dessous. Ne sois pas idiote. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de travail. Tu vis dans une boîte pourrie au bout du monde. Ce n'est pas une négociation. C'est une mission de sauvetage. On s'inquiète pour toi, a renchéri Morgane, sa voix tombant dans un murmure théâtral. La mort de papa. Le testament. Ça fait beaucoup. On pense que tu fais une dépression, Élise. S'enfuir dans cet endroit, ce n'est pas rationnel. On ne peut pas te laisser prendre de décision en ce moment. Signe les papiers. Prends l'argent. Rentre à la maison et laisse-nous t'aider. C'était une masterclass de manipulation psychologique. Ils essayaient de pathologiser mon indépendance. Si je refusais, j'étais folle. Si j'acceptais, j'étais reconnaissante. Dans les 2 cas, ils gagnaient. Thibaut a débouché un stylo-plume à Mont-Blanc que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire et l'a pointé vers la ligne de signature. Signe, Élise. Arrête de prétendre que tu as un moyen de pression. Tu n'as rien. Tu n'es rien sans nous. J'ai regardé le stylo. J'ai regardé le contrat. J'ai regardé les 2 personnes qui avaient défini ma valeur par mon utilité pour eux toute ma vie. Ils se tenaient là dans leurs vêtements chers, puant l'arrogance et l'eau salée, pensant me tendre une bouée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils se tenaient sur une trappe. Je ne signerai pas, ai-je dit, ma voix calme, stable, dépourvue du tremblement qu'ils attendaient. Alors on te fera déclarer incompétente. A claqué Morgane, sa patience s'évaporant. On demandera une mise sous tutelle. On va le faire, Élise. Aujourd'hui, vous voulez la propriété ? Ai-je demandé. On veut liquider l'actif. A corrigé Thibaut. Très bien, ai-je dit. Laissez-moi vous montrer l'estimation. J'ai tendu la main derrière la rambarde de l'escalier et j'ai ramassé un lourd porte-document en cuir. Je l'ai tendu à Thibaut. Il l'a regardé, confus, sa main planant toujours au-dessus du contrat de rachat. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé. « L'expertise, ai-je dit. » Lila,
Il a arraché le dossier, son agacement irradiant comme de la chaleur. Morgane s'est penchée par-dessus son épaule, impatiente d'en finir pour pouvoir retourner à son penthouse et sa vie parfaite. Thibaut a ouvert la couverture. J'ai observé leur visage. C'était le moment le plus satisfaisant de toute ma vie. J'ai vu le rictus glisser du visage de Thibaut, remplacé par un regard vide, la mâchoire pendante. J'ai vu les yeux de Morgane s'écarquiller, allant et venant sur les pages, lisant les mots mais refusant de traiter le sens. C'est. Ce n'est pas possible, a bégayé Thibaut. Ce sont des pièces de musée. Exactement, ai-je dit, m'appuyant contre l'encadrement de la porte, croisant les bras. Plus précisément, c'est la collection perdue que mon père a passé 40 ans à essayer de trouver. Un Vermeer, un Degas, un Van Gogh, tous authentiques. Tous certifiés. À 4 heures ce matin, Thibaut a levé les yeux vers moi. La couleur avait quitté son visage, le laissant gris et vieux. L'évaluation dit 100 millions d'euros. Estimation conservatrice, ai-je corrigé. Ça pourrait faire plus aux enchères. Le silence sur le porche était absolu. L'océan grondait en dessous de nous. Mais là-haut, l'air était épais d'avidité et de panique. Ils ont regardé la maison pourrie, ils ont regardé l'entrée de la grotte marine que j'avais découverte. Et puis ils m'ont regardé. Ils réalisaient enfin que la poubelle qu'ils m'avaient forcé à accepter était une mine de diamants. Morgane a récupéré la première. Son choc a basculé instantanément en agression prédatrice. Elle a lissé son manteau, le regard dur. « Bon », a-t-elle dit, la voix serrée. « Ça change tout. Évidemment, ces objets font partie de la succession de papa. Ils n'étaient pas listés dans le testament parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Ça veut dire qu'ils entrent dans l'indivision. En tant qu'exécutrice testamentaire, je dois en prendre la garde immédiatement. Faux, ai-je dit. Pardon ? Morgane s'est approchée, envahissant mon espace. Tu ne connais pas la loi, Élise. C'est un bien familial. Ça appartient à la succession. En fait, ai-je dit en sortant une photocopie de ma poche arrière. Ça appartient au résident. Je lui ai tendu le papier. C'était l'addendum trouvé dans l'enveloppe scellée à la cire. Écrit de la main de notre grand-père. Lis la clause, Morgane. Le contenu de la structure souterraine de la Pointe des Tempêtes est légué uniquement et irrévocablement au résident légal de la Chaumière au moment de la découverte. J'ai laissé l'information pénétrer. Vous ne m'avez pas simplement viré de chez moi, ai-je dit, ma voix s'élevant juste assez pour couper le vent. Vous m'avez expulsé. Vous m'avez forcé à venir ici. Vous avez fait de moi la résidente légale. En essayant de me détruire, vous m'avez donné la fortune. Thibaut s'est avancé, les mains levées dans un geste d'apaisement, la panique suintant par tous ses pores. Il a changé de tactique instantanément. La brute s'est évaporée. Le mari charmant est réapparu. « Élise, chérie », a-t-il dit, la voix tremblante d'une affection désespérée. « Calmons-nous. On est une équipe. Tu te souviens ? On est mariés. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. On peut arranger ça. On peut vendre tout ça. Acheter une villa sur la côte. Recommencer à zéro. Je t'aime. » Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui avait traité l'œuvre de ma vie de gribouillage. L'homme qui avait jeté mes vêtements dans une valise et verrouillé la porte. « Tu ne m'aimes pas, Thibaut, » ai-je dit. « Tu aimes la rentabilité. Et tu n'en as aucune. Tu ne garderas pas ça, » a sifflé Morgane, tendant la main vers le dossier. « Je vais te traîner en justice pendant des décennies. Je vais te saigner à blanc. Non. Vous ne ferez rien, » a grondé une voix grave. Yann est sorti du côté de la maison. Il tenait une grosse clé à molette, la tapotant rythmiquement contre sa paume. Il ne ressemblait pas à un expert en récupération. Il ressemblait à une tempête qui avait décidé de prendre forme humaine. « Vous êtes en violation de propriété, » a dit Yann. La dame a dit qu'elle ne vendait pas et qu'elle ne partageait pas. Thibaut a regardé Yann, puis la clé à molette, puis moi. Il a réalisé qu'il n'avait aucun levier, aucun terrain juridique, aucune force physique. « Sortez de ma propriété, » ai-je dit. Tous les deux. Ils ont battu en retraite. Ce n'était pas une sortie gracieuse. Ils ont trébuché jusqu'à la porche, se disputant, se blâmant l'un l'autre, leur voix perçante et minuscule face à l'immensité de l'océan. Je les ai regardés s'éloigner, la voiture dérapant dans la boue que j'avais appris à naviguer. Je me suis tenue sur le porche de ma cabane à 100 millions d'euros, j'ai pris une grande inspiration d'air salin, et enfin,
Pour la première fois en 32 ans, je me suis sentie propre. Les retombées n'ont pas été une ondulation. Ce fut un tsunami. Quand la nouvelle de la collection perdue a éclaté, l'héritage de mon père n'a pas seulement été terni. Il s'est désintégré. L'enquête sur la façon dont Richard avait acquis l'art a ouvert des portes qui auraient dû rester fermées. Fraude, détournement de fonds. Les œuvres ont été rapatriées dans des musées ou vendues aux enchères, les bénéfices allant à l'éducation artistique, exactement comme mon grand-père l'avait voulu. On se souvient maintenant de mon père non pas comme d'un magnat, mais comme d'un voleur. Morgan ne s'en est pas beaucoup mieux sorti. Les investisseurs deviennent nerveux quand une PDG est impliquée dans un scandale d'art international concernant du patrimoine volé. Le cours de l'action de sa société ressemblait beaucoup à la falaise de la Pointe des Tempêtes, une chute raide et terrifiante dans l'océan. Elle a toujours son penthouse, je crois, mais elle n'a plus sa réputation. Et Thibault ? Il a essayé. Il a effectivement demandé une pension alimentaire, prétendant s'être habitué à un train de vie que je pouvais désormais assurer. Ma nouvelle équipe juridique des requins en costume de soie lui a rappelé le contrat de mariage qu'il m'avait forcé à signer à l'époque où il pensait que c'était moi le passif. Il est reparti avec sa Porsche en leasing et la facture de mes honoraires d'avocat. Je n'ai pas vendu la chaumière. Je n'ai pas dynamité la falaise. Je l'ai guéri. J'ai utilisé le produit de la vente des quelques pièces que j'étais légalement autorisé à vendre pour renforcer les fondations. J'ai remplacé le bois pourri par du cèdre qui sent la pluie et la résilience. La grotte marine est scellée maintenant. Un coffre-fort qui a servi son but. La chaumière n'est pas un manoir. C'est un atelier, une galerie, un foyer. Et, la semaine dernière, une lettre est arrivée. Papier crème épais. Pas d'adresse de retour, mais je connaissais l'écriture. C'était de ma mère. Elle était restée silencieuse pendant 32 ans, regardant depuis la touche pendant que mon père et ma sœur me démantelaient. Maintenant, soudainement, elle voulait renouer. Elle écrivait que les liens du sang étaient plus forts que tout. Elle écrivait que la famille, c'est pour toujours, peu importe les erreurs. Je me suis assise près de la cheminée, la chaleur combattant le froid côtier. J'ai tenu la lettre au-dessus des flammes. Il existe un mythe dangereux que nous nous racontons que l'ADN partagé crée une obligation d'endurer la toxicité. Nous croyons que partir est un échec de l'amour. Mais j'ai réalisé ce jour-là, en regardant le papier s'enrouler et noircir, que le sang n'est que de la biologie. Ce n'est pas un pacte de suicide. Vous ne devez pas à vos bourreaux l'accès à votre paix, juste parce que vous partagez un nom de famille. La seule famille dont j'avais besoin était celle que je m'étais construite moi, mon art, et les quelques personnes comme Yann qui voyaient le trésor avant de voir l'étiquette de prix. J'ai laissé tomber la lettre dans le feu, et je l'ai regardée devenir cendre. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais légère. Je suis sortie sur la terrasse. La tempête s'était enfin calmée. Le ciel passait d'un violet contusionné à un or brillant. Impossible. J'ai installé mon chevalet. Pour la première fois de ma vie, je ne peignais pas pour plaire à un critique ou vendre un produit. Je peignais parce que j'avais survécu. J'ai regardé l'horizon, là où la mer rencontrait le ciel. Je n'étais plus le mouton noir. Je n'étais plus l'échec. J'étais la gardienne de phare, et ma lumière brûlait enfin. Avez-vous déjà trouvé un trésor là où les autres ne voyaient que des ordures ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires de justice.